23 juillet 1989, Paris, Champs-Élysées. Il reste un contre-la-montre de 24 km, le dernier de tout le Tour de France. Le Français Laurent Fignon est maillot jaune. Il a 50 secondes d'avance sur son rival américain Greg LeMond. Les journaux ont déjà préparé leur une. La victoire de Fignon semble acquise pour tout le monde. Sauf que LeMond, ce jour-là, il met le casque aérodynamique le plus futuriste qu'on ait jamais vu sur le Tour. Il installe un guidon de triathlète sur son vélo, une innovation que personne n'avait encore osé sur la grande boucle. Et il part. Le duel LeMond-Fignon. Il part à 50 km/h de moyenne. Il a fini son Tour de France. 3, 2, 1. C'est parti pour Laurent Fignon. Oh là là, c'est terrible ce qui arrive. Plus qu'1 seconde 30 d'avance pour Laurent Fignon. À l'arrivée, quand Fignon coupe la ligne et s'effondre en larmes sur son guidon, il a perdu le Tour de France. Pour 8 secondes. Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Après 3288 km de course, c'est le plus petit écart de toute l'histoire du Tour de France. Et c'est cette image qui résume parfaitement le vélo de route. Un sport où tout peut basculer, en 1 seconde, sur un détail. Sa première victoire sur ce Tour de France, il s'impose. On entend de plus en plus le Attention Philippe, le parapet. Le festina du Tour de France. Qui vient de sauver devant tout. Bienvenue dans l'histoire du vélo, une série dans laquelle on part à la découverte des secrets qui ont façonné ce sport. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va s'attaquer à un des piliers majeurs du vélo, peut-être la discipline la plus ancienne et très certainement la plus regardée. Je vais pas faire durer le suspense, vous avez vu le titre, le vélo de route. Et je vais être honnête avec vous dès le départ, son histoire est tellement dense qu'on pourrait y consacrer des dizaines de vidéos. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on pose les bases, le fil conducteur, les moments clés et les premières grandes évolutions pour comprendre comment ce sport est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Avant que l'on rentre dans le vif du sujet, je vous donne un petit défi. Selon vous, quelle distance faisait la première course de vélo officielle au monde? On va voir tous ensemble si certains d'entre vous ont juste. Rappelez-vous, dans le premier épisode, on a vu comment le vélo est né, de la draisienne, le vélocipède, et on a même parlé de grandes courses comme le Tour de France ou le Paris-Brest-Paris. Mais la grande question qu'on pourrait se poser, c'est à quel moment les gens ont commencé à se tirer la bourre à vélo. Parce qu'on va être honnête, il n'a sûrement pas fallu longtemps après l'invention du vélo pour que quelqu'un dise « Vas-y viens on fait la course », un peu comme la course à pied. Et pour trouver une première trace officielle, il faut remonter à 1968, direction le parc de Saint-Cloud, à côté de Paris. Le dimanche 31 mai, la mairie organise une grande fête dans le domaine national de Saint-Cloud. Au programme, la visite du palais impérial, un concert de musique par des voltigeurs de la garde, un feu d'artifice, un bal de nuit, et au milieu de tout ça, une course de vélocipède. Et attention, accrochez-vous bien, le parcours fait un total de 1200 mètres. Waouh! En vrai, je me moque, mais faut pas oublier qu'à cette époque, les vélos pèsent une trentaine de kilos avec des roues en bois et des pneus inexistants. Ouais. Le principe est simple, les 7 coureurs prennent le départ au pied de la grande cascade. Ils vont jusqu'à l'entrée du parc, font demi-tour, et le premier à revenir aux fontaines gagne. La première course officielle est donc remportée par le Britannique James Moore avec un temps de 3 minutes et 50 secondes. Pour vous donner une idée, le record actuel du 1500 mètres en course à pied, soit 300 mètres de plus, est de 3 minutes 26. Ouais, je pense que ça aurait été clairement plus rapide de courir à côté. Et ce qui est marrant, c'est que ce jour-là, il n'y avait pas qu'une seule course. Non, il y en avait 4. Parmi elles, une course de lenteur sur 50 mètres. Ouais, le dernier à franchir la ligne d'arrivée gagne. Elle est qualifiée de très amusante, évidemment, et est remportée par Jules Durruti. A noter que les gagnants ont tout de même obtenu un prix. La ville de Saint-Cloud offre une médaille pour chacune des 4 courses. Pour la plus prestigieuse, une médaille en or, d'une valeur de 100 francs, ce qui n'est pas rien pour l'époque. À titre de comparaison, ça représente entre 20 et 30 jours de travail pour un ouvrier. Et pour les autres courses, 2 médailles en vermeil et une en argent. D'ailleurs, si vous allez au parc de Saint-Cloud, vous pouvez chercher cette plaque contre une grille du domaine en mémoire de cette première course de vélocipède de l'histoire. Bon, raconté comme ça, on se croirait plus dans une fête de village que dans une compétition moderne, mais malgré ça, le succès est immédiat. Très vite, le phénomène prend de l'ampleur, les courses se multiplient, en France, mais aussi en Angleterre, en Belgique ou encore en Italie. Des clubs se créent à la chaîne, notamment autour du Vélos Club de Paris. Au point qu'en 1869, on en compte déjà près de 200 à travers la France. L'engouement est tel que 2 journaux entièrement dédiés au vélo vont voir le jour. Le Vélocipède, lancé à Grenoble par Louis Fillet, et le Vélocipède illustré, créé à Paris par Richard Lécline.
grosse originalité dans les rédactions. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le 30 septembre 1869, le Vélocipède illustré va bien faire parler de lui en faisant une annonce complètement folle. Il organise une course de 123 km reliant Paris à Rouen. À cette époque, ça paraît fou. Jusque-là, la plupart des courses font 1 km, allez 2 km et demi grand maximum. Des épreuves rapides, presque anecdotiques. Il s'agit pour la rédaction de démontrer que le bicycle autorise à parcourir des distances considérables avec une fatigue incomparablement moins grande que celle résultant de la marche. L'objectif est clair, prouver que le vélo n'est pas juste un jouet, mais un véritable moyen de transport permettant de parcourir de longues distances. Le 17 octobre 1869 donc, le Vélocipède illustré publie le règlement de la course dans son journal. Tous les vélosmen de France et de l'étranger sont invités à prendre part à cette lutte. Quant aux vélocipèdes, ils sont tous admis du moment qu'ils sont mus par la force de l'homme. Monocycle, bicycle, tricycle, quadricycle, polycycle, bref. Ce que j'aime bien, c'est que la course n'avait même pas encore commencé que les organisateurs flairaient déjà la triche. D'ailleurs, si l'on regarde le premier article du journal sur lequel est publié le règlement, on remarque que le sujet des vélos électriques était déjà sur la table. Tous les vélocipèdes, tous les engins mécaniques mus par la force de l'homme, soit par son poids, soit par l'action des pieds et des mains, sont admis au concours. Preuve que le vélo électrique est loin d'être une nouveauté. D'ailleurs, pour éviter la triche, l'organisation va même jusqu'à publier le tracé de la course dans le journal du 17 octobre, avant d'en modifier le parcours quelques jours avant le départ, sans bien sûr avertir les coureurs. L'organisateur stipule également que les participants doivent être seuls pour diriger leur machine et qu'il leur est interdit d'en changer pendant la course. Ils sont tout de même autorisés à faire des réparations ou à marcher à côté de leur engin si besoin. Et heureusement quand on voit avec quoi ils roulaient. Le dimanche 7 novembre au matin du départ, on compte 202 cyclistes inscrits. Pour l'anecdote, le journal avait spécifié que les cyclistes pouvaient courir sous un faux nom. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à cette époque, le vélo suscitait encore beaucoup de moqueries. Le Vélocipède illustré se garantissait la présence des coureurs qui n'assumaient pas leur hobby. Et oui, parce qu'à cette époque, c'était encore considéré comme un hobby. On sent que les organisateurs pensaient à tout. Et pourtant, ça n'empêchera pas un incident de se produire avant même que le départ soit donné, puisqu'à 7h15, alors que certains s'échauffent encore, un groupe d'une 50aine de coureurs, portés par les encouragements du public, s'élance vers l'avenue de Neuilly, persuadés que le départ a été donné. Ah, les mecs, ils étaient vraiment trop chauds là. Évidemment, c'est un fiasco du côté des coureurs qui ne sont pas encore partis. Au final, la direction refuse de disqualifier les premiers coureurs, jugés de bonne foi, et décide de lancer un second départ 30 minutes plus tard, avec un temps décompté pour équilibrer. Et le premier concurrent franchit la ligne d'arrivée située près de l'église Saint-Paul de Rouen, après plus de 10h40 de course. Et le gagnant n'est nul autre que James Moore. Mais si vous vous rappelez le mec qui a gagné une des 4 courses organisées au Parc Saint-Cloud, André Castera et Jean Bobillier, eux, arrivent en même temps 15 minutes plus tard et réclament aux organisateurs d'être classés ex-aequo, acceptant de se partager à l'amiable les 2e et 3e prix. Au total, 32 coureurs sur les 200 franchissent la ligne d'arrivée dans le délai imparti de 24 heures, dont Miss America, la seule femme à terminer l'épreuve, et qui reçoit pour la circonstance un prix spécial. Et si vous avez bonne mémoire et que vous avez vu ma première vidéo sur l'histoire du vélo, vous savez que le Vélocipède illustré n'est pas le seul journal à avoir organisé sa course pour gagner en audience. Les éditeurs comprennent rapidement que ça permet d'attirer de potentiels lecteurs et de vendre plus. C'est de cette façon qu'on verra naître 2 courses majeures de la discipline qu'est le vélo de route, à savoir le Paris-Brest-Paris, une course de 1200 km organisée par le Petit Journal, et le Tour de France, créé par le quotidien L'Auto. Pour éviter les redites, je n'en reparlerai pas trop dans cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, là aussi, des épisodes seront spécialement dédiés à ces sujets. Aussi mythique soit-il, le Tour de France n'est pas le seul à connaître un immense succès. Le concept de faire le tour d'un pays va rapidement dépasser les frontières de l'Hexagone, à commencer par l'Italie. Dès 1909, elle lance sa propre course, le Giro d'Italia. And they're gonna have to take care of... Il va remporter le Tour d'Italie. Une course qui va elle aussi devenir une institution et créer ses propres légendes. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Italie est à reconstruire. Les villes sont détruites, l'opinion publique est divisée et surtout, le pays a besoin de héros. Et ça tombe bien puisqu'elle va en trouver plusieurs. Parmi eux, 2 hommes qui vont se livrer une bataille de titans et captiver l'attention de tout le pays. Gino Bartali et Fausto Coppi.
Leur duel avait commencé bien avant la guerre, mais c'est après 1945 qu'il devient légendaire. Pour la faire simple, Bartali c'est un peu l'ancienne école, il est profondément catholique, proche des valeurs traditionnelles, et c'est lui qui a remporté le Tour de France en 1938. A l'inverse, Coppi incarne la modernité. Il gagne son premier Giro d'Italia en 1940 à seulement 20 ans. Il révolutionne la façon de s'entraîner, notamment grâce à son approche plus scientifique, nutrition, préparation physique et mentale. Bref, Coppi, c'est un novateur. La rivalité Bartali-Coppi dépasse les frontières du sport. Et dans l'Italie de l'après-guerre, profondément divisée entre la démocratie chrétienne d'une part et le parti communiste de l'autre, Bartali devient le symbole d'une Italie conservatrice. Et Coppi, celui d'un pays qui veut changer. Dans les journaux, dans les cafés, dans les foyers, on ne discute pas seulement de vélo, on choisit son camp politique. Et quand je vous disais tout à l'heure que l'Italie avait besoin de héros, eh bien c'est Bartali qui prendra ce rôle en 1948. Cette année-là, il est en train de perdre le Tour de France. Après les premières étapes, il est plutôt loin dans le classement général et a plus de 20 minutes de retard sur le leader. Autant dire qu'à ce stade de la course, c'est quasiment terminé. Mais pendant ce temps-là, en Italie, la situation est explosive. Le 14 juillet, Palmiro Togliatti, le leader du parti communiste, est victime d'une tentative d'assassinat. Ouais, c'est sacrément le bordel là-bas. Le pays s'embrase, des grèves et des manifestations éclatent dans de nombreuses grandes villes. Bref, l'Italie est à deux doigts de basculer dans la guerre civile. Et au milieu de ce chaos, il y a Bartali en France qui prend du retard sur les leaders du Tour. Et c'est là que commence le mythe. On prétend que le président du conseil italien Alcide de Gasperi appelle directement Bartali au téléphone pour lui demander de gagner. Gagner dans l'espoir d'apaiser les tensions en Italie. La légende raconte même que le président aurait rajouté « fait quelque chose pour l'Italie ». Et ce qui suit est complètement fou puisque dès l'étape suivante dans les Alpes, Bartali attaque et remporte une première victoire, puis une deuxième, puis une troisième. Le champion italien triomphe à Aix-les-Bains, se montrant ainsi le plus fort dans les Alpes. Bartali prend à Beauvais le maillot jaune avec l'intention bien arrêtée de le conserver jusqu'à Paris. 3 étapes consécutives qui lui permettront de remonter sur la tête de course. À ce moment-là, il faut savoir qu'il a plus de 30 ans et que beaucoup le pensaient finito. Ce qui ne l'empêchera pas de renverser totalement le classement général pour finalement remporter le Tour de France. Son deuxième, 10 ans après celui de 1938. Et le grand vainqueur de ce Tour de France est l'Italien Bartali, qui réussit l'exploit de remporter pour la deuxième fois à 10 ans d'intervalle la course la plus populaire du monde. Un exploit monumental qui dépasse le seul monde du vélo et permet de varier les sujets dans les journaux, d'apaiser l'espace médiatique et de recréer un sentiment de cohésion nationale. Une preuve, si vous en fallait une autre, que le cyclisme a désormais un rôle de premier plan au sein de la société. Et tant qu'on parle de légende du vélo de route, il faut absolument que je vous parle de Eddy Merckx. Plusieurs décennies après les exploits de notre Castaldi, dans les années 60-70, ce Belge va rendre la concurrence presque inutile. Je pense que c'est pas ridicule de dire ça quand on sait que Merckx a plus de 525 victoires sur route à son actif. Combien ? Il a remporté 5 fois le Tour de France, 5 fois le Giro d'Italia et il a gagné 3 championnats du monde. Ouais, le mec il est clairement là quoi. En 1969, le monsieur est tellement chaud qu'il remporte le Tour de France en décrochant simultanément le maillot jaune, le maillot vert et le maillot à pois. Les 3 maillots en même temps sur le même tour. Pour que vous compreniez à quel point c'est rare, ce n'est jamais arrivé avant et ça n'est jamais arrivé depuis. Eddy Merckx est tellement balèze qu'un surnom lui sera attribué, le cannibale. On raconte que c'est la fille d'un coureur français qui aurait un jour lancé à son père « Ton Belge, il vous laisse même pas les miettes. C'est un vrai cannibale. » C'est un peu flippant, on va pas se le cacher. Certains se diront sûrement, c'est gentil de nous parler des légendes et des courses mythiques, mais les vélos, ils sont comment les vélos? Eh bien jusqu'aux années 70-80, le vélo de route n'a pas évolué des masses. Toujours les mêmes cadres en acier solides, mais lourds. Mais peu à peu, les constructeurs commencent à expérimenter de nouveaux matériaux. L'aluminium fait son apparition dans le peloton professionnel, notamment avec la marque Vitus, qui lance ses cadres collés en aluminium. Plus légers donc, mais aussi plus souples. Un pari audacieux à l'époque, mais qui ne le sera pas moins que celui de la marque Look, qui présente en 1986 le KG86, l'un des tout premiers cadres en carbone utilisés en compétition. Et Look n'en est pas à sa première innovation, puisqu'elle a déjà introduit les pédales automatiques en 1984. Fini les cale-pieds peu sexy, les coureurs ont désormais les pieds directement fixés au vélo. C'est-à-dire que les cyclistes peuvent désormais tirer sur les pédales en plus de pousser, et ce faisant, transmettre plus de puissance dans la roue. En parallèle, le monde du vélo s'intéresse de plus en plus à un concept déjà bien établi dans l'aviation ou dans l'automobile, l'aérodynamisme.
au point de développer une véritable obsession. Cela va entraîner de nouvelles innovations, et pas seulement sur le vélo lui-même. En plus des roues qui deviennent profilées, le casque évolue à son tour. Ça sert même d'excuse pour le généraliser. L'aérodynamisme, hein, pas la sécurité. Ouais, parce que avant 89, le casque, ils en avaient rien à foutre. Rien à carrer. Certaines équipes commencent même à tester des positions plus radicales, notamment pour les épreuves de contre-la-montre. C'est de cette manière que Francesco Moser va marquer les esprits en 1984 lors des Jeux Olympiques de Los Angeles. Le cycliste italien va battre le record de l'heure avec un vélo équipé de roues pleines et d'une position ultra aérodynamique. Cette approche totalement nouvelle lui permet, à effort égal, d'être plus rapide que tous ses rivaux. Et toute cette évolution atteint son point de bascule à la fin des années 80. Rappelez-vous, au début de cet épisode, je vous ai raconté une histoire. Une finale du Tour de France entre Le Mans et Fignon. Et ben ce duel a été directement influencé par les innovations technologiques du vélo. Cette année-là, en 1989, l'écart entre les deux hommes est faible. Pour dire, il est d'à peine 8 secondes. Quand Le Mans arrive à ce contre-la-montre, la dernière épreuve du Tour, il est muni d'un casque aérodynamique intégral, d'un guidon de triathlète et une position testée en soufflerie. Des choix techniques que personne n'avait encore osé sur le Tour. En face, Fignon, lui, il change rien, que de cheval au vent, position classique. Bref, il n'est pas du tout dans le même délire que son concurrent. Et des études d'aérodynamisme estimeront plus tard que ces détails lui auraient coûté exactement les 8 secondes qui lui a manqué pour remporter le Tour. Oh non! Oh non, pas ça! C'est quand même horrible quand on pense à l'état dans lequel il était à la fin du Tour. Ce jour-là, le monde du cyclisme comprend quelque chose d'essentiel. La performance sportive ne suffit plus, l'innovation technologique n'est plus qu'un simple avantage, c'est une nécessité. Cela n'enlève rien au mérite de Le Mans, dont le contre-la-montre était le domaine de prédilection. Cependant, c'est loin d'être la seule discipline à sortir des compétitions plus classiques de vélo de route. Je pense par exemple à la course sur piste, pratiquée dans ce qu'on appellera des vélodromes. Le premier vélodrome a ainsi été construit à Paris à la fin du 19e siècle, en 1885. C'est le vélodrome d'hiver. Le principe est simple, des épreuves explosives en solo ou à plusieurs sur une piste ovale. Enfin, certains d'entre vous auront peut-être envie de citer d'autres disciplines comme le cyclocross ou le gravel, qui, nous le verrons dans une prochaine vidéo, brouillent les frontières entre route et vélo tout-terrain. Mais le vélo de route a aussi ses zones d'ombre, à commencer par l'affaire Festina en 1998. 3 jours avant le Tour de France, un soigneur de l'équipe Festina est arrêté à la frontière belge. La douane française découvre dans son véhicule des valises remplies de produits dopants. Nous avons pris la décision d'exclure l'équipe Festina du Tour de France à compter de ce jour. L'équipe est exclue du Tour, et dès le lendemain, la police perquisitionne les hôtels et les camions d'autres équipes, ce qui provoque l'irritation des coureurs. Certains décident alors de se retirer, c'est une véritable bombe dans le milieu du cyclisme. Et c'est dans ce contexte qu'arrive Lance Armstrong. Survivant d'un cancer, l'Américain revient sur le devant de la scène et remporte 7 Tours de France consécutifs. De 1999 à 2005. Une histoire que tout le monde voulait croire jusqu'en 2013 où il avoue tout. Une page d'histoire du cyclisme s'est tournée cette nuit. Lance Armstrong met fin à sa carrière internationale. Lors d'une interview télévisée avec Oprah Winfrey, il reconnaît avoir eu recours pour toutes ses victoires au Tour de France à des pratiques dopantes. Une deuxième onde de choc qui secoue le monde du cyclisme. Ces 7 titres lui sont retirés, laissant le Tour de France sans vainqueur officiel pendant 7 années consécutives. C'est la période la plus sombre de l'histoire du cyclisme. Et en même temps, peut-être la plus nécessaire. Parce que c'est à partir de cette crise que le sport va devoir se reconstruire. Et en profondeur. Aujourd'hui, une nouvelle génération est en train d'écrire sa propre histoire. Tadej Pogačar ou Jonas Vingegaard pour ne citer que, 2 styles opposés et une rivalité qui rappelle quelque part Coppi et Bartali. Les vélos, eux, continuent d'évoluer, ils sont passés d'une trentaine de kilos au milieu du 19e siècle à un seuil minimal de 6,8 kg imposé par l'UCI pour éviter que les engins ne deviennent trop légers. Une discipline qui écrit sa propre histoire depuis plus de 150 ans et dont on n'a certainement pas fini de raconter les légendes. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Maintenant que les bases du vélo de route sont posées, nous pourrons entrer au cœur de nombreuses histoires dans les prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez en premier. Et si vous souhaitez aider au développement de la chaîne, je vous invite à liker cette vidéo et à cliquer sur le bouton Boost juste en dessous de cette vidéo. C'est gratuit et ça permet à YouTube de recommander ce contenu à de nouvelles personnes. Merci encore du fond du cœur pour tous vos retours sur la dernière vidéo, ça me fait extrêmement plaisir de vous lire. Pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et si vous n'avez pas encore vu les 2 premiers épisodes, les liens sont en description. Et il ne me reste plus qu'une chose à vous dire, restez connectés.